Tu as vu quelque chose? Oui, oui. Ils scrutent le ciel et attendent de voir les fameuses lumières d'Esdalen. Personne ne sait quand ni pourquoi elles apparaissent, ni si ce sont des ovnis. Ce phénomène fascine Andreas Karpe. Ce n'est pas quelque chose que nous connaissons et que nous pouvons reproduire. Que se passe-t-il dans le ciel au-dessus de la vallée d'Esdalen en Norvège? Andreas Karpe a 58 ans et est informaticien chez un grossiste pharmaceutique dans le sud de l'Allemagne. 1 à 2 fois par an, il se rend en Norvège pour observer les lumières d'Esdalen. C'est toujours un peu excitant de se dire qu'on va peut-être voir quelque chose cette fois-ci. On se réjouit à l'avance. Allez, c'est parti. Andreas a loué une cabane dans le village norvégien d'Esdalen. C'est aussi le nom d'une haute vallée qui compte une centaine d'habitants, située à 2h30 de route au sud de la ville de Trondheim. Depuis le début des années 80, les médias norvégiens puis internationaux rapportent que des habitants aperçoivent de temps en temps des lueurs et des objets non identifiés dans le ciel. En 2013, je me suis demandé par pure curiosité où en était la question des ovnis. Et assez rapidement, j'ai découvert le phénomène d'Esdalen. Et j'ai vu la fameuse vidéo de 1999, dans laquelle on voit une lumière de nature inconnue, indéfinie, attirer une autre petite lumière. J'ai vite compris qu'il n'y avait pas d'explication simple, et ça m'a titillé. Andreas pense avoir déjà vu ces sources lumineuses. Cette année, il compte non seulement les filmer, mais aussi mener son propre projet de recherche dans les montagnes entourant la vallée. Nous sommes début septembre 2024. Une conférence sur ces phénomènes lumineux se tient dans la mairie d'Esdalen. Une cinquantaine de participants de 9 pays européens, du Canada et des États-Unis ont fait le déplacement. Erling Strand, professeur émérite norvégien en technologie de l'information, enquête sur ces lumières depuis 40 ans et dirige les recherches sur le terrain. Avant de partir en expédition nocturne, il briefe les participants sur ce qu'ils doivent repérer. Le premier type, c'est des lumières clignotantes blanches ou bleues. Le deuxième, c'est des boules lumineuses jaunes ou jaune clair. Le troisième cas de figure consiste en l'apparition de plusieurs lueurs en même temps, où plusieurs petites lumières se forment à partir d'une plus grosse. Quand vous êtes sur le terrain et que vous cherchez à voir les lumières, vous pouvez discuter entre vous, bien sûr. Et si vous voyez quelque chose, dites-le aux autres. Mais ne restez pas figé pendant que vous parlez. Levez les yeux et scrutez le ciel pendant que vous discutez. Pensez-y. Ce type de scintillement est filmé environ 20 fois par an. Le groupe part rejoindre son poste d'observation. Même si des lumières ont déjà été aperçues de jour, elles sont surtout visibles la nuit.
Andreas veut trouver un bon emplacement pour tirer le meilleur parti de son objectif 600 mm. Il est à peine 21 h, d'autres sont déjà sur place. 2 ados étaient en train de pêcher quand un vaisseau est venu planer au-dessus de leur bateau. C'était dans les années 80. Oui, les années 80. Et ils l'ont vu atterrir sur cette colline, je crois. Ils ont grimpé jusqu'au sommet et ils ont vu des traces qui ressemblaient à des pattes de poule. Comme si des poules avaient marché là. C'était très étrange. Ils ont parlé d'un ovni de poule. Un ovni de poule? Il y a quelque chose là. Tu le vois? C'est un avion, je pense. Je ne dis pas d'entrée que c'est impossible, parce que j'ai moi-même parlé à des gens qui ont vu ce genre de choses insolites, et ils m'ont semblé sincères. Je n'ai aucune raison de croire qu'ils l'ont inventé, ou qu'ils ont halluciné. Il ne reste plus qu'à attendre. Pour l'instant, on ne voit que des astres, des étoiles filantes et des satellites dans le ciel dégagé. On arrête tout, on ne fait rien, on décroche. Au bout de 3 heures, les premiers abandonnent. Il est déjà minuit. Andreas décide de rester encore un peu. Et quelque chose finit par apparaître. Il ne s'agit pas d'ovni, mais d'aurore boréale. On a été bien briefé et on doit rester motivé. Mais il faut garder à l'esprit que si on voit une lumière clignoter au-dessus de l'horizon ou s'allumer dans la vallée, ce n'est pas forcément un ovni. Fatigué, Andreas rentre chez lui vers 1h30. Il reviendra demain soir. La Norvège n'est pas le seul pays où des gens voient des lumières et des objets inexpliqués dans le ciel. D'innombrables vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Défense américain a même publié et avoué en 2020 qu'il n'était pas en mesure d'identifier ces objets. Depuis, les observations d'OVNI prennent de l'ampleur en Europe. En Allemagne, on en recense 800 par an. En France, elles sont même étudiées par le Centre national d'études spatiales. À Pont-Aven, en Bretagne, Antoine Cousin enquête bénévolement depuis 12 ans pour le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, un service du CNES. Pendant son temps libre, cet informaticien de 54 ans étudie une douzaine d'observations d'OVNI par an. Il examine des photos qu'une retraitée du Mans a prises il y a quelques mois devant chez elle. La personne a observé juste à côté de la Lune ce phénomène assez étrange, donc pour l'instant on ne sait pas ce que c'est. Cette dame à cette occasion-là a pu réaliser 2 photographies que je suis en train d'analyser en ce moment. Donc, ce téléphone... Pour l'aider dans ses recherches, il a racheté le téléphone portable de la dame pour accéder directement aux photos. C'est bien un Nokia 3310 et c'est très utile de l'avoir parce que ça nous aide à reconstituer l'ordre des photographies et à éventuellement faire d'autres recherches sur les paramètres de prise de vue. Antoine analyse les clichés avec un logiciel qu'il a co-développé. Cet outil lui permet de savoir en quelques minutes s'il s'agit d'une photo retouchée, d'une erreur de jugement ou d'objets comme des satellites ou des aérostats. Par exemple, typiquement ce genre de ballon, c'est un ballon fantaisie. Les clichés du Mans restent toutefois énigmatiques. Même la carte radar ne lui est d'aucune aide, car il ne sait pas dans quelle direction l'objet s'est envolé. Une des hypothèses de travail
sur laquelle je développe actuellement l'analyse, ce serait une observation de nature aéronautique, c'est-à-dire qu'elle aurait pu par exemple observer un phare d'hélicoptère ou un feu d'avion venant de face. Antoine veut en savoir plus et décide de se rendre sur place pour rencontrer la dame qui a été témoin du phénomène. 1 ou 2 fois par an, il traverse la France pour mener ses enquêtes. C'est toujours intéressant de rencontrer les témoins parce que il y a le côté relationnel, le rapport humain. C'est toujours mieux de pouvoir discuter face à face avec la personne qu'à distance. Lorsqu'on se déplace, c'est jamais en vain, on a toujours des éléments supplémentaires. Le travail d'enquête, en fait, c'est un peu comme un travail d'un policier où, vous voyez, vous faites un vrai travail de recherche partout, quoi. Après presque 4 heures de route, Antoine arrive au Mans. Son collègue Julien, qui a fait le voyage depuis Paris, est déjà sur place. Les enquêteurs préfèrent interroger les témoins à 2. Bonjour madame. Bonjour. Antoine, cousin du GEPAN. Et mon collègue Julien. Bien, bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, entrez. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, là, il y a déjà le verre et l'eau. Je vais vous préparer le café. Très bien, merci. Les 2 hommes vont droit au but. Ils demandent à Martine, 67 ans, de se remémorer le moment où elle a observé le présumé ovni. Mais bon, il faut qu'on présente quand même la démission pour... Et donc, en m'approchant de la fenêtre, je vois une sphère 2 fois plus petite que la Lune, jaune pâle, à la droite de la Lune. Et sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas cru à ce que je voyais. Alors, je me suis secouée, j'ai ouvert la fenêtre, je me suis dit, je vais regarder sans l'intermédiaire de la vitre. Et en regardant, fenêtre ouverte, la sphère était toujours là. Ça va? Ça va. Je suis encore émue quand j'y repense. Oui. Beaucoup de témoins ont du mal à se souvenir de détails précis. Ça nous arrive qu'on ait des témoins qui voient des choses qui décrivent extraordinaires et qui après retournent vaquer leurs occupations, étendent leur linge, font leur vaisselle comme si de rien n'était. Ouais, comme si vous voulez, il y a une déconnexion voyez, du cerveau par rapport à ce qu'ils ont vécu. Sur la première photo, si on zoome... D'après Martine, la sphère lumineuse serait partie dans une autre direction que celle qu'Antoine a pu établir. À gauche, oui. Par souci de clarté, il demande une nouvelle fois à la dame de reconstituer la scène. Les enquêteurs doivent connaître la direction de vol exacte de l'objet pour pouvoir l'identifier sur une carte radar. Je ne sais pas si je serai au bon endroit. Voilà. Ce qui est important, c'est garder l'orientation, parce que oui, c'est une boussole. Hein, oui. Quand vous tournez. D'accord. Voilà. Donc, allez-y. Antoine prend des mesures pour tenter de situer le phénomène. 84 degrés est. Parfait. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous placer à l'endroit où vous étiez. Vous allez tenir la règle bien droite, comme ça, à bout de bras. Oui. Vous voyez, à l'endroit du phénomène. Et vous allez nous dire la taille du phénomène selon vous. Je vais essayer. Hein. Je ne vous promets rien, parce que... D'accord. Alors... Le bras bien tendu. Alors, le bras bien tendu. Martine estime que la sphère mesurait entre 6 ou 7 mm. L'entrevue aura duré 2 heures. Martine est fatiguée mais soulagée. Merci. C'est l'intensité de ce qu'on ressent et puis l'étrangeté de ce qu'on voit. C'est ça qui fait que c'est lourd et qu'on peut pas garder ça totalement pour soi. C'est pas possible. Les 2 enquêteurs sont satisfaits. Ils vont pouvoir continuer leurs recherches. Seuls 3% des cas restent non résolus. C'est ici, oui, tout à fait. Les premières cartes radars ont été obtenues avec un horaire qui était très imprécis. Mais maintenant que l'horaire est mieux défini, la carte sera plus précise. Et il y a beaucoup plus de chances d'avoir éventuellement la trace radar d'un avion ou d'un hélicoptère qui passait dans l'axe d'observation. À Esdalen, des scientifiques essaient depuis des décennies de trouver la source de ces phénomènes lumineux. Le GEPAN s'est également penché sur le sujet. Les participants de la conférence vont visiter l'une des 2 stations de recherche. Andreas accompagne le groupe alors qu'il n'a dormi que 5 heures.
En 2018, l'université d'Østfold a installé cette boîte blanche à environ 1000 mètres d'altitude pour aider les futurs informaticiens et ingénieurs à percer le mystère des Lumières. Erling Strand guide le groupe. Here's the main room. Voilà la pièce principale où beaucoup d'ordinateurs mesurent en permanence certains paramètres dans le sol pour détecter des activités inhabituelles électriques, magnétiques, etc. Malgré toutes les données recueillies, il n'existe pour l'instant que des théories sur l'origine terrestre des lueurs. La vallée est riche en zinc, en fer, en cuivre et en soufre. Ces minéraux produiraient des décharges électriques, générant les lumières comme une pile géante naturelle. D'autres chercheurs pensent que des anomalies du champ géomagnétique libéreraient des ondes plasma chargées en électricité. J'ai l'impression que certaines personnes les voient plus facilement et plus souvent que d'autres, alors qu'ils sont au même endroit. Et certains n'en voient pas du tout. Andreas a déjà eu l'occasion d'en apercevoir. Il a même réussi à filmer le phénomène il y a 7 ans. Tout à coup, j'ai vu une boule orange foncée à l'horizon, direction sud. Et là, j'ai décidé de lever ma caméra. Le tout a duré environ 7 minutes. La lumière est montée lentement, puis elle s'est éteinte. Erling Strand veut faire avancer les recherches. Il a cofondé l'association Projet Esdalen pour installer plus de caméras et récolter de nouvelles données grâce aux cotisations des membres. L'université de Würzburg, en Allemagne, y contribue également. Pour certains observateurs, l'aspect scientifique est plutôt secondaire. La Suédoise Anne Lissar, 69 ans, pense avoir fait plusieurs rencontres avec des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Comme j'ai déjà eu des expériences, j'ai voulu en savoir plus sur ce phénomène. Que se passe-t-il? Les signalements d'OVNI augmentent dans le monde. Je pense qu'on est sur la voie de la révélation. Anne-Lie est une descendante du peuple scandinave des Samis. Lorsqu'ils voyagent, ils emportent toujours un tambour pour se connecter spirituellement à leur environnement. J'ai découvert qu'on est dans la région sud du territoire Sami. Il règne une énergie particulière. Cet endroit est différent de tous les autres. C'est une sorte de point chaud pour OVNI. L'énergie que je ressens ici est très paisible. Certains sites sacrés des cultures indigènes sont des points énergétiques terrestres. Je pense que celui-ci en est un. On cherche à tout expliquer par la science, mais il y a aussi la conscience qui entre en jeu. Si on commence à explorer sur les deux plans, on trouvera peut-être des réponses. Anne-Lie pense avoir hérité dans son patrimoine génétique d'une sorte d'antenne à OVNI, une conscience des extraterrestres. C'est d'ailleurs le cas d'autres participants de la conférence qui se tient à Esdalen. Certains croient avoir rencontré des extraterrestres ou prétendent même avoir été enlevés. Ancienne assistante sociale, Anne-Lie aimerait les soutenir sur le plan psychologique. Pour ce faire, elle demande conseil à Suzanne Demeter. L'auteure canadienne a déjà vu plusieurs ovnis et a interviewé beaucoup de témoins.
Sois franche avec eux et dis-leur, j'ai vécu une expérience moi aussi et je suis prête à t'écouter sans te juger. Parfois, les gens ont juste besoin de parler de leur étrange rencontre pour se sentir mieux et accepter ce qu'il s'est passé. C'est le seul moyen de lutter contre la stigmatisation. Il faut en parler encore et encore. Les deux femmes sont persuadées que l'existence des extraterrestres sera bientôt révélée. Pour les peuples indigènes, les extraterrestres ne sont pas séparés de nous, de notre nature, ni de notre planète. Quand on dit qu'on ne fait qu'un avec la planète, on dit aussi qu'on ne fait qu'un avec les autres êtres vivants, qu'il peut y avoir partout dans l'univers. Nous sommes tous connectés, c'est évident. Andreas Kerpé préfère vérifier les théories scientifiques connues. Il mène ses propres recherches dans la vallée avec Rainer Azeitel, informaticien comme lui. Si le champ magnétique terrestre est à l'origine des lumières, il doit être très puissant. Il y a quelques années, un agriculteur m'a raconté qu'il y a un endroit où les animaux, les lapins, les renards, ne vont pas d'après les chasseurs. Ça pourrait indiquer qu'il y a une anomalie magnétique à cet endroit. Dans la montagne, ils ont installé 30 détecteurs de champs magnétiques qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, sur une superficie de 20 hectares. Le voilà. Il est là. On va regarder s'il fonctionne encore. Ça a l'air bien, l'intérieur est resté sec. Et il enregistre toujours, c'est bien. Il enregistre toujours. Ils ont déboursé 900 € en matériel. Une hypothèse suggère que les lumières sont du plasma. Et le plasma peut être maintenu par un puissant champ magnétique. Ce phénomène reste mystérieux et on aimerait apporter un début de réponse. Je trouve ça passionnant parce qu'il n'y a plus beaucoup de choses inexpliquées sur Terre. Après avoir récupéré tous les capteurs, ils retournent à leur cabane pour analyser les données. Le Centre national d'études spatiales pour lequel les chasseurs d'OVNI du GEPAN travaillent est basé à Toulouse. Une fois par an, les 16 enquêteurs bénévoles s'y retrouvent pour échanger et continuer à se former. Antoine Cousin présente à ses collègues les cas qu'il a élucidés. Je ne veux pas durer le suspense, hein, c'est un bateau de croisière. C'est un dossier que j'aime bien présenter parce qu'on voit vraiment que, à la fois que les témoins n'étaient pas habités du lieu, qu'ils ont photographié ça depuis le balcon de leur appartement, dans le gîte où ils étaient, de nuit. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait la ligne d'horizon. Et même en améliorant, vous voyez, les contrastes et la luminosité, on ne la voit pas du tout. Antoine a principalement acquis ses connaissances par lui-même. Pour postuler au GEPAN, il faut passer un test d'aptitude, avoir des compétences en astronomie, en navigation spatiale et en météorologie, et posséder certaines qualités. Un petit peu les qualités d'un détective ou d'un policier, j'ai envie de dire, persévérance, même de l'opiniâtreté, j'ai envie de dire, parce que des fois, on creuse des hypothèses qui s'avèrent après analyse ou enquête être pas les bonnes. Donc il faut reprendre de zéro, formuler de nouvelles hypothèses, les éprouver. Antoine a reçu une nouvelle carte radar de l'armée. Plusieurs avions et un hélicoptère ont survolé le Mans le jour où la retraitée a vu la lumière étrange. Il discute du cas avec Frédéric Courtade, le directeur du GEPAN. Depuis sa création en 1977, le groupe a examiné plus de 3000 observations d'OVNI. Chaque année, il reçoit 800 nouveaux cas. Ce service gratuit est unique en son genre en Europe.
Bon, alors ce dossier, on a le tracé initial. L'étrangeté, c'est vraiment quand même de l'hypothèse, c'est quand même de voir que c'est un aéronef qui évolue à très haute altitude, à plus de 11,5 km, et à une vitesse réduite. Finalement, on est à environ 240, 250 km. Ça a l'air très peu compatible d'un avion en plus. Oui, clairement, oui. Oui, donc on va resserrer. On serait plutôt sur un hélicoptère. C'est un hélicoptère, donc il faut qu'on valide si ces altitudes sont autorisées. On prendrait bien, avec le temps que met l'hélicoptère, le supposé hélicoptère. Il est probable que cette affaire puisse être expliquée de manière rationnelle. Le travail du GEPAN frustre certains fans d'OVNI qui s'en prennent parfois aux enquêteurs sur les réseaux sociaux. On est un petit peu des tueurs de rêves. Il y a des gens qui croient, qui pensent avoir vu, et ils sont très honnêtes avec, ils ont vu quelque chose d'étrange et ils pensent être l'élu qui a découvert ou qui a vu une manifestation extraordinaire. Et nous, quand on va l'expliquer, qu'il a confondu ce qu'il a vu avec un aéronef, un hélicoptère, un ballon, un phénomène météorologique, quelquefois, c'est vrai qu'il peut ne pas être content, parce que d'éventuelles civilisations extraterrestres puissent venir nous visiter, le GEPAN n'en a aucune preuve. Mais il faudra encore patienter avant que les enquêteurs ne se prononcent clairement sur l'énigme du Mans. Il leur arrive de travailler sur des cas pendant des années. Andreas Kerpé et Rainer Eiseitel ne croient pas non plus aux vaisseaux extraterrestres qui survoleraient la vallée d'Esdalen. Ils cherchent une explication d'ordre physique, comme une anomalie du champ magnétique. Je trouve ça un peu étrange. Quand on sera rentré, on rajoutera des filtres pour savoir si le détecteur a bougé à cause de la pluie ou d'un mouton, ou si c'était le champ magnétique. Ce détecteur fait maison a-t-il vraiment décelé une anomalie dans le champ magnétique? Les autres n'ont apparemment rien relevé d'anormal. On est un peu déçus, parce qu'on aurait bien voulu voir une anomalie. Mais bon, on est à Esdalen, et le phénomène ne se produit pas sur commande. Il faut avoir de la chance. Même s'ils n'ont rien pu démontrer, les deux hommes vont persévérer et peut-être installer les détecteurs ailleurs. Dans quelques heures, il fera nuit. Pourront-ils voir les lumières d'Esdalen cette fois-ci? « 21h. Les chasseurs d'OVNI se retrouvent au poste d'observation. La Suédoise Anne Lissard, son mari P.O. et leur chien Arne sont motivés. Allez, c'est parti. Soudain, Anne-Lie se lève. Quelqu'un a vu quelque chose. Là, à gauche. Et de là à droite, un peu vers la gauche. Tu l'as vu? Oui, elle était très brillante. La lueur va-t-elle réapparaître? Andreas et Rainer se trouvent quelques mètres plus loin. Je vais vérifier. Oui, c'est sûrement une voiture. Le cerveau humain cherche des modèles connus, mais il se peut que ce soit totalement le hasard. Et quand on voit quelque chose de rare, on pense faire partie des élus. Elle a disparu? Oui. Il n'y a peut-être pas qu'une seule cause, mais plusieurs. Dans ce cas, ça risque d'être encore plus compliqué d'aller au fond des choses. Andreas veut retourner à Esdalen pour tenter de comprendre ce phénomène lumineux. Quelques jours après, nous recevons cette vidéo qui a été prise cette nuit-là. S'agit-il d'une lumière d'Esdalen? La vérité se trouve quelque part, là dehors.